Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de ce mardi 12 septembre. À l'invitation du président de la République du Portugal, le président Alassane Ouattara est arrivé hier lundi en compagnie de la première dame Dominique Ouattara à Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 48 heures. Après 3 mois de vacances scolaires, l'école a rouvert ses portes hier lundi. La ministre Candia Camara a sillonné quelques établissements pour s'assurer de la reprise effective des cours et communier avec les élèves et le personnel enseignant. L'actualité, c'est aussi au Togo où, après les manifestations de la semaine dernière, une coalition de 14 partis de l'opposition appelle à une nouvelle mobilisation ce mardi devant l'Assemblée nationale. Voilà les titres à suivre dans cette demi-heure d'information. Merci de nous suivre. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara est arrivé hier en début de soirée à Lisbonne, la capitale du Portugal, pour une visite officielle de 48 heures. Visite au cours de laquelle le chef de l'État s'entretiendra avec les plus hautes autorités du Portugal. Il est accompagné dans ce voyage par la première dame Dominique Ouattara et quelques membres du gouvernement. Viviane Aïma est sur place pour RTI. L'avion présidentiel ivoirien, avec à son bord le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, a atterri à 17h44, soit 16h44, heure d'Abidjan, à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisboa, l'appellation portugaise de Lisbonne. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le conseiller diplomatique du chef de l'État portugais, Augusto Duarte, le directeur du protocole, l'ambassadeur Clara Nunes dos Santos, ainsi que l'ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, son Excellence Paulo Nascimento. Tout premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal avec résidence à Lisboa, son Excellence Kofi Fana, en poste seulement depuis 2015, était particulièrement heureux d'accueillir cette première visite officielle d'un chef d'État ivoirien au Portugal. Présent aussi à l'accueil du chef de l'État, 4 ministres du gouvernement qui l'ont précédé dans la capitale portugaise. Les ministres Jean-Claude Brou de l'Industrie et des Mines, Anne Ouloto de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Diarasouba Souleymane du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Bandama Maurice de la Culture et de la Francophonie. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de la coopération internationale entreprise par le président de la République Alassane Ouattara. Je suis heureux d'être là avec Madame Ouattara pour cette visite d'État. Et vous savez, c'est une grande opportunité pour notre pays de continuer d'élargir ses relations. Et être à Lisbonne aujourd'hui est un grand bonheur pour nous. Et nous allons bien sûr avoir des échanges importants sur des questions d'intérêt commun, des questions de coopération, et aussi bien au niveau des deux présidents, mais également au niveau du secteur privé. Le Portugal peut faire beaucoup en matière de coopération pour nos pays et nous attendons beaucoup de cette visite. Donc Mme Ouattara est également là et elle aura l'occasion de visiter un hôpital dans la perspective de l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Vieille économie en Europe, le Portugal connaît depuis ces dernières années un dynamisme économique qui en fait un partenaire appréciable. Les ministres Anne Ouloto, Maurice Bandama, Jean-Claude Brou, Souleymane Diarasouba et Emmanuel Esmail-Essis, le DG du CEPICI, font partie de la délégation du chef de l'État. Au micro de notre envoyé spécial sur place, ils s'expriment sur les activités qu'ils auront à mener au Portugal. On les écoute. L'une des priorités du gouvernement et du président de la République, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos populations, notamment de l'agglomération d'Abidjan, rendre Abidjan très propre. Et depuis plusieurs mois déjà, un appel d'offres international avait été lancé. 2 entreprises ont été retenues pour 3 lots dans le district d'Abidjan et une entreprise portugaise a été retenue. Et cette entreprise portugaise aura donc la responsabilité de 2 lots dans le district d'Abidjan. C'est une entreprise portugaise
Et nous sommes donc dans ce cadre-là pour signer la convention de délégation des services publics de propreté du district d'Abidjan avec cette entreprise. Cette entreprise à elle seule offrira 2000 emplois aux jeunes donc, dans le district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire entend, au cours de cette visite d'État, signer un accord de coopération culturelle pour que les échanges culturels puissent se faire dans les deux sens. Le Portugal est un grand pays de culture. Et le clou de cette, cette rencontre culturelle sera la visite du président de la République, de la Première Dame et du président portugais au musée des arts anciens de Lisbonne. Ce musée est un des plus importants de ce pays et du monde. Et la Côte d'Ivoire, à travers le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, a fait venir 4 œuvres qui couvrent toute la Côte d'Ivoire à travers le nord, le sud, l'est et l'ouest pour présenter la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire, mais également la richesse de cet art qui date de plus d'un siècle. Les Portugais ont un savoir-faire bien reconnu, qui est un savoir-faire bien précis et réputé au niveau international. Et donc nous avons déjà eu des rencontres et nous allons poursuivre ces rencontres à l'occasion de ces forums. Parce que l'objectif, c'est d'accroître les investissements en Côte d'Ivoire, les investissements dans le secteur industriel, mais dans d'autres secteurs également. Et ces investissements permettront, bien entendu, d'accroître les échanges entre nos deux pays. Nous pensons que cette visite d'État devrait permettre en tout cas d'améliorer les échanges commerciaux, d'inciter en tout cas les opérateurs économiques portugais à venir investir en Côte d'Ivoire, à augmenter le volume des exportations vers la Côte d'Ivoire et également amener les opérateurs économiques ivoiriens qui sont venus, nous avons environ une trentaine, de pouvoir également exporter leurs produits vers la Côte d'Ivoire avec pour ambition d'avoir certainement des entreprises ivoiro-portugaises qui devraient permettre en tout cas de soutenir l'activité économique entre les deux pays. Nous avons le forum économique ivoiro-portugaise, qui est sa 3e édition, qui va être présidée donc par son excellent Monsieur le Président de la République, qui en fera donc la cérémonie d'ouverture et qui va regrouper le 13 septembre prochain près de 300 entreprises ivoiriennes et portugaises et qui va être suivi de B2B, de rencontres rapprochées, de visites de terrain, de visites de zones industrielles d'entreprises. Nous espérons à l'issue de cela pouvoir donc avoir des partenaires XXL. Je crois que le Portugal aujourd'hui a une structure économique qui est très intéressante pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une structure composée de PME qui a une compétence avérée et qui peut être très intéressante pour nos PME ivoiriennes. Ici en Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan a échangé hier en fin d'après-midi avec Jean-François Valette, le vice-président de la République et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ont évoqué l'exécution du 11e FED, le Fonds européen de développement, puis ils ont fait le point des préparatifs du prochain sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra fin novembre ici à Abidjan. Et selon Jean-François Valette, les préparatifs vont bon train. Mahama Traoré, Abiba Dambélé. L'organisation du prochain sommet Union européenne-Afrique à Abidjan, fin novembre 2017. Un sujet largement évoqué par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur dernière rencontre à Paris. Sur le terrain, les choses s'activent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se sont rencontrés une énième fois ce lundi pour faire le point des préparatifs. On en sait plus désormais sur le programme de ces assises. Sur les sujets du sommet, une partie de ces sujets concerne l'organisation, mais aussi le financement d'un certain nombre d'événements. Et nous avons parlé des événements qui, autour du sommet, se tiendraient sur les jeunes, puisque c'est un sommet visant à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, et également au sujet du business, c'est-à-dire le climat des affaires et la venue éventuelle d'investisseurs en Afrique. Là, à l'occasion de ce sommet, il y aura un forum de ces investisseurs le 27 novembre, donc l'avant-veille du sommet, pour définir les meilleures conditions possibles des investissements privés en Afrique. À cet égard, je rappelle que nous avons, nous-mêmes, Union européenne, pris des dispositions pratiques au niveau du financement de ces investissements, pour passer d'une logique de donneur-receveur à une logique de répondre à des demandes venant des privés, des personnes, et notamment je pense aussi aux femmes,
qui sont créatrices d'emplois à travers la création d'entreprises. Cette démarche de financement des créateurs d'entreprises sera l'un des points clés du sommet Union européenne-Afrique. L'aide au développement à travers le 11e FED, Fonds européen de développement, un autre sujet évoqué lors de ces échanges. Daniel Kablan-Duncan et Jean-François Valette ont notamment passé en revue les conditions à remplir par la Côte d'Ivoire pour le décaissement de l'appui budgétaire consenti par l'Union européenne. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a reçu en audience hier le président directeur général du groupe Adowa, Anas Sefrioui. Le groupe marocain Adowa, spécialisé dans l'immobilier, envisage de renforcer sa présence par la construction de plusieurs usines de fabrication de ciment en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Herman Guivet. À la tête d'une forte délégation, Anas Sefrioui, le président directeur général du groupe Adowa, est reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les nouvelles sont bonnes. Le groupe marocain envisage de renforcer ses investissements en Côte d'Ivoire dans l'immobilier, son domaine de prédilection. Il y a à peu près 1 an et demi, nous avons déposé la première pierre de l'usine de San Pedro, qui a une capacité de production de 1 million de tonnes. Et on est venu lui annoncer que l'usine est opérationnelle maintenant. La même chose pour une sacherie à Abidjan, d'une capacité de 80 millions de sacs. Et nous avons dans le programme aussi le lancement de l'usine de la cimenterie de Bouaké, que nous lui avons annoncé aussi. Les premiers logements de Doha vont être livrés, Inch'Allah, à partir du premier trimestre 2018. Et nous avons pu, avec nos partenaires banquiers, avoir des crédits acquéreurs sur une période de 20 ans, chose qui n'existait pas, donc 20 ans. Et nous sommes en train de négocier 25 ans, mais aujourd'hui nous avons un accord sur 20 ans pour tous les ménages ivoiriens. Le secteur agricole bénéficiera également de ces investissements. L'agriculture, notre objectif, c'est de lancer, comme dans pays amis africains, sur une production de à peu près 100 à 120 000 tonnes de riz par an. Donc là aussi, c'est un investissement très important qui aura pour conséquence à peu près 2500 emplois. Et donc là, nous venons de l'annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a applaudi ce projet parce qu'il y a quand même 2500 emplois et 120 000 tonnes de riz à produire localement. C'est quand même important. Des emplois directs et indirects, conséquence de ces investissements, de quoi renforcer le partenariat ivoiro-marocain. Fini les vacances scolaires. L'école a rouvert ses portes hier lundi. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a voulu s'assurer de la reprise effective des cours. Elle a donc sillonné quelques établissements, notamment au groupe scolaire de Plateau Nord à Cocody et au lycée moderne d'Andokwa dans la commune de Yopougon. Le reportage de Davis Oyo, commenté par Sita Soro. EPP de Plateau Nord de Cocody, il est 8 h ce lundi 11 septembre. L'enceinte de cet établissement est vide. Les élèves sont tous en classe, attentifs aux cours dispensés par les enseignants. 30 minutes plus tard, arrivée de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara visite successivement plusieurs classes, de la maternelle à la classe de CM2 et communie avec les élèves et le personnel enseignant. Après Cocody, cap sur le lycée moderne Andokwa de Yopougon. Ici également, même ambiance. I'm also very happy to be here this morning and to see that everybody is here this morning too. Thank you for that. Congratulations. Kandia Camara sur le terrain pour s'enquérir de la reprise effective des cours. Ce qui me réjouit davantage, c'est que les cours ont même commencé. Nous avons vu les enseignants en train de dispenser des cours, faire de la révision. Il y en a qui montraient déjà les petites astuces aux élèves. Et nous avons aussi constaté, comme vous pouvez le voir ici, l'enthousiasme des élèves pour la reprise. Concernant le problème des tables-bancs, la ministre rassure. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait commander
500 000 tables bancs, disons exactement 575 000 tables bancs il y a 2 ans de cela. Et nous avons encore beaucoup de tables bancs en réserve. Et dès qu'on nous signale un manque de tables bancs, évidemment, nous envoyons des tables bancs dans les écoles où il y a un manque. Les élèves de ces différents établissements sont ravis de retrouver le chemin de l'école. Nous commençons les révisions de la classe de seconde. C'est très important pour la classe de première. Cette rentrée scolaire 2017-2018 est placée sur le thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Du côté de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notre correspondante Eve Boué a fait le tour de quelques établissements scolaires. Elle nous rapporte que ce n'est pas l'engouement des grands jours d'affluence. L'heure est à l'inscription et au nettoyage des tables bancs. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2017-2018 à Mans, dans la plupart des établissements visités, ce n'est pas la grande affluence. Au lycée moderne 2 de Mans, ce sont plutôt les derniers réglages avant le démarrage effectif des cours, remise d'emploi du temps aux élèves et aux enseignants. Et justement, les élèves, quant à eux, sont occupés à finaliser leur inscription. Mais là encore, les choses traînent. Selon le proviseur, pour plus de 5 000 élèves attendus, 3 000 ont fait leur préinscription en ligne et seulement 600 ont finalisé leur inscription. En attendant que les inscriptions se poursuivent, le responsable du lycée moderne 2 de Mans revient sur la principale difficulté majeure qui perdure au fil des ans, les effectifs pléthoriques. Nous avons un peu plus de 5 000 élèves pour 25 salles de classe, et que nous sommes obligés de faire la double vacation de la 6e jusqu'en terminale avec des effectifs avoisinant 100 élèves. Un peu plus loin, au lycée moderne de Mans, c'est le même constat. Les classes sont vides, quelques élèves terminent leur inscription. L'administration est en place. Le proviseur évoque les soucis liés à l'insuffisance des tables bancs et du personnel enseignant. La situation est toujours la même dans les établissements secondaires privés. Quelques rares élèves sont présents pour achever leur inscription et récupérer leur emploi du temps. Au niveau des plus jeunes du primaire, idem. Au groupe scolaire Peraldi, on fait le ménage en attendant que tous les élèves soient présents pour commencer les cours. La rentrée scolaire 2017-2018 est placée sous le thème national « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Et cela est déjà bien perçu au niveau de l'enseignement catholique dans le diocèse de Mans, qui a placé sa rentrée sous le thème « Aimer le travail bien fait ». Un enseignement qui renaît de ses cendres après des moments difficiles. Les consignes pour cette année sont données au cours de la traditionnelle réunion de rentrée tenue à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Diokwe. 4 nouveaux collèges catholiques sont ouverts cette année, à Mans, à Biankouman, à Diokwe et à Guiglo. La rentrée des classes est aussi synonyme de ralentissement et de bouchons interminables sur nos routes. Une rentrée scolaire à l'origine de gros embouteillages hier lundi dans le district d'Abidjan. Embouteillages qui n'ont pas été sans conséquences sur les activités socio-économiques. Le constat de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Il est 7 heures ce mardi 5 septembre, période de vacances scolaires. Il y a peu d'affluence sur les routes. De la Riviera 3 au boulevard de l'Indénié, en passant par le boulevard Latry et le boulevard du Zoo, aucune inquiétude à se faire. Je pense que ça va quand même, parce qu'actuellement il est 8h27. Normalement, en temps de rentrée, je ne peux pas passer à l'heure ainsi. Il faut quitter la maison à 6h pour être sûr d'arriver au plateau à 7h, 7h30. Mais actuellement, il y a les vacances, on peut se permettre de quitter quand même à 8h. Pendant que les élèves vont à l'école, ils luttent. Même en vacances, nous luttons aussi pour aller au travail comme à l'école. Donc je crains un peu pour la rentrée scolaire. Si l'on constate une circulation fluide pendant ces vacances, ce n'est pas le cas en ce début de rentrée scolaire. 7 heures ce lundi 11 septembre. Premier jour de classe, qui marque également le retour des embouteillages. C'est le premier jour de la rentrée. On constate qu'il y a un peu d'embouteillage. Voilà, je pensais que progressivement ça va s'empirer, ça c'est clair. Vu la rentrée, il y a une affluence, donc ça a créé un embouteillage là. J'ai croisé mes petites du quartier, elles disent qu'elles sont là depuis 7 heures. Il n'y a pas de voiture. Il y a trop d'embouteillages. On s'attendait à ce que l'embouteillage se remette en place. Les embouteillages en période scolaire dans le district d'Abidjan ne sont pas sans conséquences sur les activités. Autre constat, les longues files d'attente. Les conséquences, c'est le carburant qui finit, puisqu'on est dans l'embouteillage et tout ça. Les conséquences, c'est qu'on n'arrive pas à l'heure. À ces conséquences, il faut également mentionner l'incivisme des conducteurs.
À Bondoukou, le village de Nagabari, lui, sort de son isolement. Des travaux de reprofilage de pistes menant dans le village ont démarré. Ils sont financés par les populations elles-mêmes avec un appui important du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Abou Sanogo, de retour de Nagabari. Cette route mène au village de Nagabari, situé à 21 km de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Longtemps resté isolé, ce village bénéficie aujourd'hui de routes qui facilitent son accès. En procédant à l'ouverture de cette voie, Noël Mézan, député de la circonscription, a indiqué que l'ouvrage permettra aux populations d'écouler facilement leurs produits agricoles. C'est chemin faisant que nous, en tant qu'élus, avions été interpellés pour voir comment on peut apporter une contribution pour l'achèvement de la route. Les travaux ne sont pas totalement achevés. Donc à l'ouverture aujourd'hui, nous avions pris l'engagement de faire en sorte que cette route-là soit carrément vraiment déblayée pour que les populations puissent avoir accès à leur village. Tout en exprimant leur gratitude au gouvernement, les populations ont formulé des doléances. Il s'agit notamment de la construction d'une école primaire et d'infrastructures socio-économiques de base afin d'améliorer leurs conditions de vie. Noël Mézan a promis de s'investir davantage afin de trouver une solution aux préoccupations et difficultés que vivent les populations de Nagabari. Ces travaux de reprofilage ont été financés par les populations villageoises et soutenus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Faire cohabiter sur une même surface agricole arbres, cultures et animaux, cela est possible par l'agroforesterie. Ce sont le Centre international de recherche en agroforesterie, l'Office ivoirien des parcs et réserves et l'Université Jean-Laurent Guédé de Daloa qui viennent de paraffer un protocole d'accord visant à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, des aires protégées et des écosystèmes. Cita Soro. Une signature des échanges des parapheurs qui marque le début d'un partenariat entre trois structures. D'une part, entre le Centre international de recherche en agroforesterie, ICRAF, et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Et d'autre part, l'ICRAF et l'Université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Des accords qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de ce centre, celle d'améliorer les conditions de vie des populations par la promotion des systèmes d'agroforesterie. Nous voulons par ce fait démontrer comment ensemble nous pouvons apporter un équilibre entre la protection de l'environnement et le développement économique et social de nos pays. L'évaluation de cette valeur, de ce trésor que constituent ces parcs et réserves et leur exploitation efficiente, ce sont également d'autres éléments qui justifie le fait que nous signions un protocole d'accord avec l'Université de Daloa, de façon à ce qu'ensemble, nous puissions développer les moyens les plus efficaces pour pouvoir gérer la périphérie de ces parcs. L'OIPR, qui est en charge de la gestion des parcs nationaux et des aires protégées, veut au travers de cet accord créer des activités génératrices de revenus pour les populations riveraines des parcs nationaux. Tout comme l'Université Jean-Laurent Guédé, par la production de données fiables pour la recherche scientifique. La gestion des parcs nationaux doit être profitable aux populations qui vivent à la périphérie de ces espaces-là. En développant l'agroforesterie, ça permettra non seulement de reconstituer les couverts forestiers de la Côte d'Ivoire, mais également aidera les populations d'avoir un meilleur rendement sur les différentes parcelles qu'elles détiennent. La mission de l'Université Jean-Laurent Guédé, ces missions, on a deux missions fondamentales, la formation et la recherche, et aussi le développement de partenariats avec des institutions qui œuvrent donc dans le sens de l'agroforesterie et de l'environnement. Ces trois structures veulent mutualiser leurs efforts pour une meilleure gestion des aires protégées et de leurs ressources afin de lutter contre la pauvreté pour un développement durable. Au chapitre environnement toujours, l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement se poursuit. Elle est à sa 7e édition et vise entre autres à sensibiliser les populations sur les actions de salubrité afin de donner un visage reluisant aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Grace Kando a assisté samedi au nettoyage des artères dans la commune de Cocody. Son compte rendu. Quartier Siad à la Riviera dans la commune de Cocody. C'est ici que la 7e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée. Première action, démolition d'un kiosque et autres installations anarchiques. Le mois dernier, ces personnes ont été averties à l'effet de dégager l'emprise du domaine public. Malheureusement, ils sont venus ici un mois après, on a constaté leur présence. C'est pour ça qu'on a pris la décision de les dégager pour eux simplement. C'est aussi le cas de rappeler aussi les problèmes de nuisance sonore. Il faut dire qu'à cet effet,
il y a un décret qui est entré en vigueur et qui demande à toutes ces personnes qui gênent le voisinage de se plier à la loi. On ne peut pas faire du bruit quand on veut et comme on veut. Donc pour cela, on va sévir aussi. À quelques encablures de ce site, une ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement décide d'entreprendre des actions d'embellissement. On a remarqué que c'était un espace qui était pas très agréable à vivre. On a voulu encore rendre l'espace plus agréable et puis donner un peu à la cité de belles couleurs. On a essayé de mettre des pavés, de mettre du gazon et puis mettre un peu de peinture, faire des graffitis pour rendre un peu le coin plus agréable. Cap sur la commune d'Adjamé. L'équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable trouve transporteurs, commerçants et artisans à la tâche. C'est nous qui saluons. Nous avons le droit de balayer le coin. Quand c'est sali, ça donne les maladies. Maladies comme fièvre typhoïde, tout ça, les maladies sales quoi. Ça nous promet ça. On a le droit de vendre, on a le droit de balayer aussi. Notre mission, c'est d'accompagner Madame la ministre de la Salubrité dans sa mission de grand nettoyage, de grand ménage. Et nous sortons chaque grand ménage pour sensibiliser les commerçantes, les transporteurs, de balayer eux-mêmes les sites, ramasser puis aller jeter dans les gros coffres. Nous avons ramassé les ordures dans les caniveaux et les mettre dans les gros coffres. L'opération Grand Ménage a été lancée le 4 mars dernier par le gouvernement. Elle consiste, entre autres, à rendre propre son cadre de vie à travers des actions de salubrité et à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. 60, c'est le chiffre du jour. 60 pasteurs, imams, prêtres et autres leaders religieux vont s'engager dans la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. L'initiative de l'implication de ces guides spirituels dans la lutte contre cette pandémie est d'Alliance Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs personnes ont reçu au cours d'une réunion les informations nécessaires pour détecter les cas suspects dans leur communauté et les conduire vers les centres de santé spécialisés. Les détails avec Franck Quadio. L'implication de la communauté vient... Face à l'Assemblée, un médecin du programme national de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, l'intervention du docteur Amenan est une sorte d'appel, une invitation aux leaders religieux pour qu'ils participent à la lutte contre la tuberculose. En impliquant les religieux, on voudrait bien atteindre nos 85% de cibles fixées pour le programme. Sinon, il est recommandé 90%. Et si les religieux peuvent nous appuyer pour atteindre les 90%, c'est vraiment l'idéal. Avec les acteurs religieux, les chefs religieux, le message juste peut être passé pour motiver à temps les personnes qui toussent depuis plus de 2 semaines à se rendre dans les centres de santé spécialisés de recherche de la tuberculose. Les signes de la tuberculose, le mode de transmission, le contrôle et le traitement de la maladie. Autant de termes enseignés à cette réunion de plaidoyer. Pour les participants, c'est un plus et cela va leur permettre d'assurer les responsabilités qu'on vient ainsi de leur confier. Quand nous voyons les modes de transmission, facilement on peut attraper cette maladie. Donc on va le faire, n'est-ce pas, pour que nous puissions tous bien nous porter, parce que également c'est un devoir de préserver, n'est-ce pas, la santé de notre voisinage, de préserver la santé, n'est-ce pas, de notre communauté. Pour ce programme, initié par Alliance Côte d'Ivoire, ce sont 60 imams, prêtres, pasteurs et autres leaders religieux qui sont formés à détecter puis à notifier des cas suspects de tuberculose dans leur communauté. Pour amplifier leurs actions, des spots et des émissions sont prévus sur les radios confessionnelles à partir du 18 septembre prochain. Le 8 septembre de chaque année, l'on célèbre la Journée mondiale de la kinésithérapie, une discipline méconnue des populations en Côte d'Ivoire. Une journée importante pour les acteurs de cette discipline qui se sont réunis à l'occasion à Cocody, ici à Abidjan, pour promouvoir la kinésithérapie et faire connaître ses bienfaits. Les précisions de Davis Oyo et Abou Sanogo dans nos prochains journaux. Dans le reste de l'actualité, je vous amène au Togo où après les manifestations monstres de la semaine dernière, une coalition de 14 partis de l'opposition appelle à une nouvelle mobilisation ce mardi 12 septembre devant l'Assemblée nationale où les députés doivent se retrouver pour l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement. L'examen du projet de réforme constitutionnelle proposé la semaine dernière par le gouvernement ne figure pas à l'ordre du jour de cette session, ce qui constitue
pour les opposants, un signe de plus de la mauvaise foi du régime. L'opposition appelle donc à maintenir la pression sur les autorités dans la rue. De son côté, le gouvernement met en garde contre une manifestation illégale. Et c'est sur ces images que l'on se quitte pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je serai encore chez vous demain à 13h.